Aujourd'hui, dans le grand regain blanc, j'ai le grand plaisir de recevoir Anthony Cobalt et puis Alphonse White. Hello. Bonjour, bonjour messieurs, bonjour gentlemen. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous, et d'autant que le sujet, j'estime que c'est un stimulant intellectuel vraiment intéressant. On va parler aujourd'hui de la pensée NRX, soit néo-réactionnaire, donc le diminutif pour néo-réactionnaire, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, et dont tu traites sur ta chaîne, Anthony, ta chaîne YouTube. Donc je vais te demander de nous la présenter. On va en faire la promotion, évidemment, mais j'ai été, en tout cas, agréablement surpris par la qualité intellectuelle de son contenu. Et tu traites abondamment de ce sujet, la pensée NRX, dont on va parler aujourd'hui. Bah alors, écoute, déjà, je vais te demander de te présenter rapidement, du moins pour ce que tu peux nous dire de toi, tout en préservant ton anonymat. Qui es-tu? Qu'est-ce qui intellectuellement te stimule, t'intéresse? De quoi est-ce que tu traites sur ta chaîne YouTube? Et puis, pourquoi Cobalt sur ton pseudo? C'est à toi. Cobalt, je l'ai changé maintenant, c'est radioactif. En fait, Cobalt, c'est parce que je faisais partie du cercle Cobalt avant. Et du coup, comme l'activité a décru et que j'ai lancé ma chaîne de podcast, maintenant c'est juste radioactif. La chaîne, c'est radioactif, tout simplement. C'est une chaîne de podcast où on explore des livres que je trouve intéressants et j'essaie de mettre un peu de mise en scène, etc. L'objectif, en fait, c'était de faire le contraire des autres chaînes politiques ou intellectuelles. En fait, la plupart des autres chaînes ont une grosse production, ce qui est absolument nécessaire. C'est pas du tout une critique, mais il y a une grosse production intensive pour avoir en fait, c'est nécessaire pour avoir des vues et des abonnés. Le problème, c'est que mécaniquement, quand vous avez une production qui est, intense, il y a beaucoup de répétitions et assez peu de nouveautés et je me suis dit: «Bah, tiens, avec ma chaîne, vu que moi j'ai pas la contrainte d'en vivre, je vais faire l'opposé, je vais faire très peu de contenu, mais l'objectif, c'est que chaque épisode retourne le cerveau» et donc il y ait vraiment une nouveauté et qu'intellectuellement, il y ait cette espèce d'effet, boom, waouh qu'on a de temps en temps et qui est vraiment super agréable et je me suis dit: «Bah, faut faire des bouquins intéressants et essayer d'induire ça aux auditeurs, en fait». Donc c'est ça, radioactif et après, pour la ligne idéologique, j'avoue que j'explore beaucoup les idées, ça me dérange pas du tout de changer, mais en fait, s'il y a une seule chose qui est invariable dans tout le podcast, c'est juste l'anticommunisme. À la limite, c'est la seule chose qui ne bougera pas et qui n'a pas bougé depuis le début, mais c'est même pas conscient, c'est comme ça, en fait, tout simplement. Oui, c'est viscéral, on le sent. Et puis, si, il y a quand même une autre tendance perceptible sur ta chaîne, c'est l'incitation à se cultiver en anglais et à sortir de l'insularité francophone. Parce que, alors bizarrement, c'est vrai que nous en France, on se vit pas comme des insulaires, mais notre langue nous insularise parce que le continent anglophone fait l'histoire sans nous intellectuellement. Et c'est vrai que c'est un vent frais en fait de faire connaître la pensée anglophone. D'où moi ce que j'apprécie en tout cas sur ta chaîne, c'est que tu as tendance à inciter les gens à s'améliorer en anglais. J'avais vu passer deux, trois de tes tweets disant qu'en gros, le pire ennemi du gauchisme français, c'était la capacité à parler anglais, si je ne m'abuse. En fait, ça c'était à Singapour où, l'État de Lee Kuan Yew, la plus grande peur qu'ils avaient, c'était que la population parle anglais parce que, si du coup leurs ingénieurs parlent anglais, ils peuvent partir en fait pour des meilleurs salaires et du coup, ils étaient obligés, par cette capacité à parler anglais, ils étaient obligés de leur donner des bons postes et des bons salaires et cetera et donc, il y a plusieurs choses. C'est que un, c'est important de parler anglais si jamais vous avez l'envie de partir, voir autre chose et la deuxième chose, c'est que, faut se dire que les États-Unis, c'est une population de 365 millions d'habitants à peu près, heu, qui parlent tous la même langue et en fait, c'est une population de pionniers qui viennent d'un peu partout en Europe et en donc faut se dire qu'intellectuellement, en termes d'échanges, c'est comme si tous les Européens, donc 500 millions d'habitants, parlaient tous la même langue et donc on pouvait, de façon bilingue s'intéresser, aux Suédois, à la culture, allemande, et cetera, qui est une espèce d'effervescence intellectuelle, hyper intéressante comme ça et donc en fait ça, c'est possible aux États-Unis mais on n'a pas la possibilité, en Europe encore et les Français, c'est vrai que c'est une catastrophe le fait de
d'être, isolés intellectuellement, au niveau de la langue, bah, ils peuvent juste pas s'intéresser, à toute cette effervescence intellectuelle qu'il peut y avoir dans le monde anglo-saxon, quoi. Et c'est vrai que ça crée une sorte de consanguinité intellectuelle un peu, assez catastrophique. Je vais donner la parole à mon ami, Alphonse White. Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus intéressé sur la chaîne d'Anthony, donc la chaîne Radioactif d'Anthony? Bah, bien sûr, c'est les lectures qu'il donne sur, sur des sujets, philosophiques qui sont assez niches pour les Français, en fait. Il y a pas vraiment d'autres moyens, à part si on lit l'anglais et encore, si on s'intéresse vraiment à des billets de blog obscurs. Par exemple, bon, le bioléninisme et cetera, ça avait déjà percé dans la sphère anglophone, du coup, avant que tu en parles aux Français. Mais, mais même ça, tu as fait des bonnes, des bons comment dire? Des bonnes lectures dessus, mais le matériel source, aurait été introuvable pour un Français. C'est des billets de blog, et puis au-delà de ça, oui, le fait de stimuler les gens à parler anglais, c'est la lingua franca, d'aujourd'hui. Ça n'a pas de sens de pas le parler. On peut pas participer à quoi que ce soit d'intellectuel. Puis même en Europe, le parlement parle anglais, quoi, tout simplement. Oui, c'est vrai que le bioluminisme, donc c'est le concept de Spandrel, hein, c'est bien ça? Ouais, mais après pour, donner justice un peu, le gros de la sélection des textes, c'est pas moi en fait, c'est surtout Rage Culture qui a mangé, je ne sais combien de livres, je ne sais combien de blogs, et qui pour le coup a vraiment exploré le monde intellectuel, anglo-saxon et américain, et eux, ils ont fait des traductions pour les Français justement à ce dans cette visée-là, et moi, bah, je suis juste un consommateur en fait. Je me suis juste dit: «Ah bah tiens, il y a des gens intelligents qui ont fait une sélection, qui ont traduit des textes. Bon bah, voilà, je mets un petit rond, je reçois 200 PDF. J'en lis quelques-uns, je me dis: «OK, ça, c'est de la bombe atomique, il faut que j'en fasse quelque chose», et donc c'est là où, bah, je me suis intéressé à la pensée NRX, à bioléninisme, tous ces textes-là. Donc pour donner justice quand même, c'est, beaucoup Rage Culture qui a fait une sélection en amont, hein. Oui, on les remercie d'ailleurs, je crois qu'ils sont qui nous écoutent, en ce moment, donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Les productions sont extrêmement, extrêmement qualitatives, intellectuellement et très, très, stimulantes, donc évidemment on les salue, on les remercie pour le travail qu'ils font. Bah, j'ai envie de commencer directement par, une question un petit peu qui va permettre d'introduire et de présenter, la pensée énérique. C'est ce que, toi, Anthony, tu pourrais nous présenter 3 concepts qui te semblent, centraux ce qu'on appelle la pensée donc néo-réactionnaire, et puis, expliquer peut-être globalement en quoi cette grille de lecture qu'on appelle le NRX, heu, problématise le principe démocratique, sans vouloir, tout de suite t'orienter vers un aspect de cette pensée. Après je donnerai la parole à Alphonse pour la suite des questions. Bah, heu, pour faire une synthèse un peu, dire en 3 mots ce que c'est que en fait la néoréaction, c'est d'abord une critique de la démocratie, qu'il critique comme un système inefficace et parasitaire. Heu, Puis alors on pourrait se dire la critique elle est facile, c'est l'art qui est difficile, c'est-à-dire, c'est toujours plus compliqué de proposer une alternative plutôt que simplement, critiquer l'existant, et en fait, bah, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils proposent un autre modèle de société et aussi la méthode pour y parvenir, et là, on pourrait se dire, heu, des idéologies politiques, il y en a 500 milliards. Bon, bah, pourquoi on s'intéresserait à celle-là? Il y en a plein qui sont tout le temps créées et qui intéressent personne. En fait, ce qui est bien avec celle-là, c'est que, en fait, je ne sais pas comment ils ont fait, il faudrait quasiment s'y intéresser à part entière. C'est comment des auteurs ont réussi à obtenir le regard de gens qui ont une vraie fortune, du vrai pouvoir et une vraie influence, aux États-Unis. Parmi les plus connus, on peut citer, Peter Thiel, qui est un lecteur des auteurs néo-réactionnaires, et Peter Thiel, pour ceux qui ne savent pas, bon, bah, c'est un milliardaire de la Silicon Valley qui a lancé PayPal, qui a travaillé avec Elon Musk, qui a lancé une entreprise, qui s'appelle Palantir maintenant, qui fait du renseignement militaire, et la boîte fait maintenant partie du S&P 500, donc c'est les 500 plus grandes entreprises, enfin, en termes de cotation aux États-Unis. Donc c'est vraiment un mastodonte, et en fait, c'est l'homme qui a financé, par exemple, la campagne de J.D. Vance comme sénateur, qui a téléphoné à Donald Trump pendant la campagne de 2024 pour, lui dire, bah, de le prendre, J.D. Vance comme, vice-président,
et c'est un lecteur assumé de Curtis Yarvin, qui est, l'un des 2 plus gros auteurs, néo-réactionnaires. Mais on peut aussi, par exemple, citer Marc Andreessen, qui est aussi un lecteur. J.D. Vance lui-même dit qu'il lisait le blog de Curtis Yarvin. Et donc, en fait, au-delà du logiciel, il y a aussi cette magie de comment ils ont fait ces gens pour attirer et faire adhérer des individus qui ont du vrai pouvoir. Parce qu'il ne suffit pas juste. Ce que vous dit, par exemple, Curtis Yarvin, quand il écrit sur son blog, c'est l'important, c'est pas le nombre de personnes qui me lisent, c'est qui sont les personnes qui me lisent. Et donc déjà, ça vous met en place un peu la vision du monde NRX, c'est-à-dire, bon, il y a une critique de la démocratie, on va proposer un nouveau modèle pour y arriver, une méthode pour mettre en place le nouveau modèle, heu, mais notre stratégie n'est pas, populaire et populiste, c'est-à-dire on part du bas et on monte vers le haut, c'est on commence par le haut et après ça infuse dans toute la société. Et donc c'est pour ça qu'ils ont une vision du monde qu'on dit, élitiste. La critique de la démocratie qu'ils ont en fait, heu, peut-être que je peux présenter tout d'abord les 2 auteurs principaux, c'est très rapide. C'est Nick Land qui est un philosophe britannique qui a une carrière universitaire et Curtis Yarvin qui est un ingénieur informaticien de Californie. Tous les 2, ils sont nés dans les années 70, il me semble, donc ils font partie de la génération X. Et en fait, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ne sont pas fait connaître en publiant des livres, mais ni en faisant la promotion dans des médias et cetera. C'est en écrivant de façon anonyme sur des blogs dans les années 2010, donc c'est assez obscur. Donc c'est ça qui est bizarre de se dire heu, comment ces blogs ont pu attirer l'attention de gens hyper importants dans la société américaine et dans l'économie américaine. La première idée, en fait, de l'idée néo-réactionnaire, c'est la critique de la démocratie comme, hem, avec une critique qui est beaucoup basée sur, les écrits, en fait, des libertariens, comme Hoppe. Et en fait, faut poser un certain nombre de choses sur la table pour comprendre la critique. C'est qu'en démocratie, tout le monde a un vote. Donc du plus idiot au plus intelligent, du plus riche au plus pauvre, tout le monde a un seul vote. Vous en aurez pas 2, vous en aurez pas 0,5, vous en avez un. Et donc là, ça pose déjà une règle qui est égalitaire, qui est très favorable, à la gauche. C'est que la stratégie pour obtenir du pouvoir, en fait, elle est intrinsèquement quantitative et pas qualitative puisque tout le monde a le même vote. Donc pour obtenir du pouvoir, bah, faut pas toucher les 20 les plus intelligents de la société, il faut simplement avoir l'adhésion de 51 des voix. Et donc mécaniquement, en fait, les politiciens, ils réalisent un clientélisme sans vergogne en promettant, aux uns l'argent des autres, en fait. Par exemple, il y a le système français est très symptomatique de ça, c'est que on a un système de retraite par répartition. Donc ça veut dire que, les actifs, les travailleurs payent pour les retraites, pour les retraités d'aujourd'hui, voilà, avec sur les impôts. Et donc, bah, il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'enfants. Donc il y a de moins en moins de travailleurs. Donc les impôts sur les salaires sont de plus en plus lourds. Et le problème, c'est que, les Échos ont fait un calcul. Donc les Échos, c'est le journal, hein, ils ont fait un calcul, c'est que 60 de l'électorat vit de l'argent public. C'est-à-dire que si vous additionnez les retraités, les fonctionnaires et les bénéficiaires d'allocations, ça fait 60 des votants. Donc mécaniquement, la machine, elle est verrouillée. Et si un politicien dit ouvertement qu'il veut changer ça en diminuant la quantité d'argent que vont toucher ces gens, bah, il sera juste pas élu. Et donc, d'ailleurs, c'est aussi la raison, si vous demandiez pourquoi il y a autant d'immigration en France, c'est parce qu'en fait, ils essayent de rembourrer le déficit de naissance pour qu'il y ait assez de travailleurs pour payer des impôts pour que, on puisse encore, donner des rentes à ces 60 de votants, en fait. Heu et donc l'exemple qu'on peut prendre souvent, typiquement pour montrer à quel point c'est absurde comme, système, c'est que si les clients de Tesla pouvaient élire le président de l'entreprise, en fait, ils voteraient pour le candidat qui leur promettrait des voitures gratuites. Et donc il serait élu, lui, le président, il prendrait son salaire, il donnerait des voitures gratuites, mais en fait la boîte, bah, elle coulerait. Et en fait, la démocratie n'a pas justement cette préférence temporelle où on sacrifie le temps présent pour un investissement dans l'avenir. On préfère toujours dévorer la poule aux œufs d'or et ne rien laisser pour plus tard. Ouais, Donc c'est c'est vraiment, comment dire? On a vraiment l'impression que la démocratie fonctionne un peu comme un virus, quoi. C'est-à-dire, ça fait penser un peu à ces virus qui détruisent leur hôte, quoi, et qui se soucient pas de leur pérennité, en fait. C'est comme si la démocratie n'avait pas de conatus, enfin, elle était pas dotée d'un truc qui lui permet de perdurer, quoi. Elle envoie à peu près tous les peuples, dans le mur, sans se poser de questions. Ça fait un peu cet effet au vu
au fur et à mesure qu'on découvre la pensée énérique, c'est quelque chose qui devient évident. C'est cette idée que la démocratie n'a pas prévu de perdurer ou qu'elle n'est pas pensée pour durer, en tout cas. Bon, je t'ai coupé, Anthony. Non, non, pas du tout. Mais en fait, tu as entièrement raison parce que Yarvin, lui, il dit que c'est un système parasitaire. Donc, typiquement, en fait, la plupart des observations qu'on peut faire pour défendre la démocratie, moi, par exemple, bah, je pensais que enfin, quand je me demandais si c'était un bon système, je me disais juste: «Bah, tous les pays les plus riches et les plus prospères sont démocratiques». Mais lui, ce qu'il dit, c'est: «Mais non, mais en fait, c'est dans le contraire. C'est le capitalisme qui a fait la prospérité des pays et en fait, pourquoi il y a que les pays très capitalistes qui sont démocratiques? C'est parce qu'il y a que des pays suffisamment puissants économiquement, suffisamment robustes qui peuvent endurer la démocratie. Donc en fait, ces pays sont riches malgré la démocratie et parce que en fait, un pays pauvre qui serait démocratique, enfin, ça durerait une demi-seconde, tout le monde serait mort et heu une force militaire, je sais pas quoi, prend enfin voilà, mettrait fin au bazar. Mais en fait, pour que ça puisse durer, il faut que le pays soit suffisamment robuste et une économie capitaliste très puissante et donc lui, il le voit exactement comme tu viens de le dire, un virus, un parasite qui consume son hôte. Et donc, en fait, c'est pas que les Français, ils sont soudainement devenus, complètement cons après, des siècles, d'une glorieuse civilisation. C'est juste que, bah, le système en lui-même est con et que chacun utilise son vote pour essayer de tirer l'argent des autres vers lui, quoi. L'autre problème de la démocratie, heu, tu voulais dire quelque chose ou quel est Non, non, ou non, non, peut-être c'est juste que ça me faisait penser à ce que me disait tout à l'heure Alphonse quand on discutait. Je crois que c'était l'expression Cthulhu nage toujours vers la gauche, c'est ça? Oui, c'est une expression qui vient de la néoréaction ça, je sais pas qui l'a écrite, Anthony? je crois que c'est Nick Land qui l'a écrit. Ah non, non, c'est Curtis Irvine, pardon, c'est Curtis Irvine. Ouais, Cthulhu nage toujours vers la gauche. Bah oui, bah, le système en fait est intrinsèquement, gauchiste. Bah, on va le voir en fait aussi, c'est, la démocratie, ce que ça provoque, c'est la dilution du pouvoir et bah, on va le voir en fait. Ça, c'est plutôt un côté qui va concerner les fonctionnaires Mais et ce qui va appeler la cathédrale. oui, 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 très bien. Bah, du coup, je voulais juste demander à Alphonse s'il avait de son côté des questions par rapport à ce qui vient d'être dit ou bien des questions pour avancer sur la Bah, présentation, mais je pense que Anthony a sa ligne aussi, enfin son déroulement qu'il faut respecter pour que ça ouais, bah, je soit. me demandais peut-être sur la démocratie, en particulier, c'est vrai qu'on a l'impression, bah, comme disait, Anthony, on regarde la Norvège et on s'imagine que c'est démocratique, depuis, toujours. Mais en fait, c'est quand même assez relativement récent et est-ce qu'avant le suffrage universel, est-ce qu'on peut considérer que les mécaniques, parasites, les mécanismes parasitaires, comme ça, avaient vraiment cours? Et en fait, c'est vrai qu'en écoutant des, mmh, des podcasts sur la néoréaction, je crois que c'était Yarvin ou quoi qui disait, «Read old books». Donc en fait, lire des vieux trucs pour s'imprégner d'un temps où, le libéralisme et la démocratie n'étaient pas la philosophie, standard, par défaut. Donc se sortir de l'idée que, ouais, que la démocratie, est le truc de base, quoi. Enfin, c'est Ben pas en vraiment une question du plus coup. ouais, mais ce qui est, f fait, j'ai été sensible à leurs arguments, mais initialement, enfin, je suis quand même, de base, quand tu nais en France, tu es, imprégné du fait dans l'éducation que c'est, le système absolu et cetera et en fait, moi, je me disais, même quand je confrontais l'idée, je me disais: «Bah, ça fait sens parce que au XXe siècle, c'est la guerre, des sociétés, démocratiques, libérales contre des totalitarismes et de fait, les totalitarismes ont perdu». Donc je me suis dit: «Bah, juste, c'est plus fort». Mais bah, c'était plus fort parce que c'était capitaliste, pas forcément parce que c'était démocratique. Donc c'est ça qui est intéressant avec leurs arguments. Ouais, tu vas peut-être y venir, je pense, mais l'un des points que sortent les néo-réactionnaires, c'est que toutes les bonnes choses qu'on a en Occident, dans nos sociétés démocratiques, ils ont peut-être été, créées, enfin, exécutées en tout cas avec des principes, non démocratiques. Je vais prendre un exemple, un peu au hasard. Je pense que le nucléaire en France, ça me vient à l'esprit tout de suite. Le fait qu'on ait aujourd'hui peut-être 75 d'énergie qui provient du nucléaire, c'est issu d'un plan qui était totalement non démocratique, je crois. Je n'ai plus le nom du type qui a poussé pour ça, mais je pense que ça s'est fait à l'intérieur de l'État
et sans, jamais avoir eu de plébiscite, de la part des citoyens. Bah, en plus, lui, ce qu'il dit, c'est que ce qui est les plus gros fabricants de richesse et d'innovation, que sont les entreprises, bah, le font de façon non démocratique. C'est-à-dire qu'on ne vote pas pour avoir, heu, pour choisir la voiture que va nous faire Peugeot. C'est Peugeot qui se dit: «Quelle est la meilleure voiture?» et derrière, il y a tout un ensemble, toute une organisation pour essayer de produire la meilleure voiture, qui pourrait le mieux se vendre. Mais en fait, ils ne nous demandent pas notre avis quand ils la fabriquent et donc il y a quelque chose d'absurde à ce qu'on nous demande notre avis pour essayer de fournir la meilleure vie en société et la société la plus, fonctionnelle, efficace et durable. Heu, voilà, c'est bizarre comme système, quand on y pense, en fait. Oui, c'est vrai que, en fait, les sociétés démocratiques s'obsèdent avec l'idée de la légitimité. En fait, elles créent une tyrannie de la légitimité, du pouvoir, mais en fait, s'empêchent d'accéder à l'efficacité, quoi. Alors que c'est normalement ce qui est demandé et désiré, et on a créé une sorte d'étape impossible à franchir, une marche impossible à franchir pour atteindre l'efficacité, qui est de fournir une sorte de légitimité, mais tout en... Comment dire? En fait, il faut qu'on choisisse entre la légitimité dysfonctionnelle par la démocratie ou bien l'efficacité, j'ai l'impression. C'est un peu Mais cette équation que veut résoudre la pensée Hénérix, non? je suis pas tout à fait d'accord parce que dans tous les cas, pour avoir du pouvoir, il faut de la légitimité. Le problème, c'est que sur quoi est basée sur la légitimité en démocratie? C'est sur la popularité. D'accord, Heu, intéressant. En fait, de façon, basique, bon, je sais pas, je dis n'importe quoi, on prend le roi des Francs, pourquoi était-il légitime? Bon, à remis le fait d'être, le fils du roi d'avant, mais le premier en tout cas, c'est parce que il avait mené une population, un groupe, dans des conflits et qu'ils en étaient ressortis, victorieux. Donc en fait, contre toute attente, ils avaient réussi et donc sa légitimité venait du fait que, bah, il avait, suffisamment bien organisé le groupe pour qu'ils en aient, des victoires et des bénéfices. Mais il n'était pas forcément le roi parce que les gens l'aimaient. C'est-à-dire qu'il n'était pas particulièrement sympa et donc en fait, ça change tout, en démocratie. C'est que la légitimité vient de ta popularité. Tu es le chef parce que tu promets des trucs aux autres, parce que tu les brosses dans le sens du poil et cetera. Est-ce que ça fait de toi pour autant un bon chef? Je suis pas sûr et donc c'est ce filtre qui est dysfonctionnel. Oui, je vois. La nuance est importante. Alors, bah, écoute, moi, je te propose d'avancer un petit peu dans le déroulé de la présentation. Alors, euh, tu peux évidemment infléchir au fur et à mesure de tes besoins pour présenter ça le plus clairement. Mais moi, j'ai quand même envie d'aborder un sujet qui me paraît important, c'est que tu dis à un moment donné dans une de tes vidéos que on ne peut pas se déclarer NRX comme on pourrait se dire communiste ou identitaire, parce qu'en fait on peut pas décider d'en être. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet aspect-là du NRX qui apparemment est pas quelque chose auquel on peut passer un peu comme un club en quelque sorte. Il y a des conditions très très strictes pour pouvoir prétendre en être, en fait. En fait, Curtis Yarvin, parle du pacifisme. Il voit la néoréaction en fait, il le voit comme un complot en réalité. C'est-à-dire que souvent, c'est marrant parce que les complotistes voient des complots en se disant: «Ah, il y a des groupes de personnes qui contrôlent la société» et cetera. Eux, ce qu'ils disent, c'est: «Ah mais non, mais il y a personne qui contrôle rien». Par contre, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est un groupe restreint d'individus très intelligents qui s'entraident et qui complotent pour influencer la société, vers la droite et donc pour éviter de, lui, se faire repérer, attaquer, attirer des suspicions et cetera, ce qu'il propose, c'est le pacifisme et en fait, c'est de ne pas déclarer que l'on est néo-réactionnaire. Heu et donc Alors, quelqu'un qui juste une dirait chose, là tu as l'air de dire que le pacifisme est une condition importante. Est-ce que tu peux juste développer un tout petit peu pour qu'on comprenne l'importance de ce critère spécifique, le fait de ne pas recourir, je sais pas, au putsch ou on peut prendre l'exemple des gilets jaunes. En gros, pourquoi, par exemple,
ça avait aucune chance de fonctionner. En quelque sorte, si je comprends bien, la violence gâte le fruit avant même qu'on le consomme. C'est-à-dire, en gros, une prise de pouvoir qui reposerait sur la violence reconduirait quelque chose de pourri de façon presque mécanique. C'est un peu ça, non? Bah, pour lui, en fait, ça active les systèmes de défense de la gauche, en fait, comment la gauche s'allie? C'est tout simplement, il désigne un ennemi. Ah, il est d'extrême droite et puis d'un coup, tous ces gens qui n'avaient rien à faire en commun sont d'un coup fédérés, autour de cette lutte et donc lui, il dit: «Ah non, mais faut pas activer les systèmes de défense. Faut passer les concours, faut prendre les postes, faut, monter dans la société, prendre tous les leviers de pouvoir sans jamais activer ces systèmes de défense et donc ne jamais se déclarer: "Je suis de tel camp" et cetera». Heu mais en fait, si je puis dire, après ça c'est mon avis personnel, c'est que se déclarer, c'est déjà pour moi, c'est déjà quelque chose de gauche. C'est-à-dire c'est: «Je suis marxiste», ça ne correspond à rien dans la vie personnelle d'un individu, c'est juste du virtue signaling pour dire aux autres: «Je partage votre idéologie, je fais partie de notre alliance de parasites, je suis une bonne personne» et cetera. En fait, être de droite, ce n'est pas déclaratif, c'est être. Par exemple, votre sexe, l'idée selon laquelle on est un homme ou une femme de façon déclarative, c'est un truc de gauche. En fait, votre sexe, il est déterminé, vous êtes un homme que vous le vouliez ou non. Votre ancestralité, vous pouvez pas la bouger, vous êtes blanc que vous le vouliez ou non. Vous êtes grand ou petit, vous êtes riche ou pauvre, c'est-à-dire que c'est pas déclaratif non plus. Vous pouvez pas dire: «Je suis riche» alors qu'il y a rien sur votre sur votre compte en banque. Vous pouvez pas dire: «Je suis compétent» alors que vous êtes incompétent et donc en fait, l'idée absurde selon laquelle on peut choisir, enfin pour moi ça me paraît absurde. On peut pas choisir. Le déclaratif, c'est vraiment un paradigme de gauche. En réalité, les gens sont Oui, c'est un truc et important, donc ça. Le fait de pas là, pouvoir se si tu veux, réfugier derrière une étiquette qui finalement n'est que du virtue signaling. Oui, Alphonse, je te donne la parole si tu as une réaction à ça. Ah non, j'avais rien à dire là-dessus spécifiquement. Ah, super. Bah, Juste magnifique le signaler. transition. Allons-y, avançons. Et je te laisse poursuivre donc, Anthony, par rapport à ta heu, Vas-y, vas-y. ouais, en fait, donc ça, c'est la critique de la démocratie. Un autre point qui est important, c'est l'idée de la cathédrale. Donc en fait, la démocratie, comment on choisit le chef? Bah, il est élu. Pourquoi les gens l'élisent? Parce que les gens ont une bonne opinion de ce candidat. Donc en fait, bah, c'est le pouvoir de l'opinion. Sauf que le problème, c'est est-ce que l'opinion est influençable par, je dis n'importe quoi, les médias ou l'université? Si on considère que oui, alors le pouvoir, il est pas dans le peuple, il est dans les médias et l'université qui forgent l'opinion. Or, c'est l'opinion qui fait élire. Donc en fait, lui, Curtis Yarvin, il dit qu'il y a très rapidement un raccourci, c'est que les candidats vont se tourner directement vers l'université et les médias et pas vers la population, en fait. Et en même temps, bah oui, c'est logique. Et donc en fait, il y a pas de complot, il y a pas un esprit diabolique pour orchestrer tout ça, ça se fait de façon mécanique et probabilistique. Le gouvernement, il est tenté de plus écouter les électeurs et de tout simplement directement demander l'avis des universités et des médias. Et donc ça fait une espèce de triangle du pouvoir que lui, il appelle la cathédrale, qui est l'alliance en fait des fonctionnaires, de l'université et des médias. Alors Mais pourquoi vas-y, vas-y. en gros, ça suppose quand même une énorme quantité de travail de suivre la méthode de conquête du pouvoir NRX. Si on associe les éléments indiqués, à savoir la non-violence, la discrétion finalement, puisqu'il n'y a pas de virtue signaling, on ne peut pas se faire plaisir en disant coucou, je suis dans le camp du bien. Euh, En fait, tout se transforme instantanément en gigantesque quantité de travail, quoi. Obtenir les diplômes, patienter, monter lentement par capillarité, partir à la conquête de la cathédrale, c'est c'est quand même vraiment typique de l'élite, quoi. C'est typiquement tout le problème de la récompense différée, où d'abord seul l'effort est promis, c'est-à-dire la conquête des diplômes, etc., etc. Et puis à la fin, pour quelques-uns, avoir euh, la récompense, enfin récompense si on veut, parvenir à se faire entendre, à devenir influent par ses diplômes, par la reconnaissance de son intelligence. Enfin tout ça, c'est quand même réservé aux gens capables d'endurer une énorme quantité et de fournir une énorme quantité de travail. J'ai l'impression. Ouais, c'est pour ça que c'est une idéologie élitiste dans le sens où en fait ce n'est adopté et adoptable
que par des élites. C'est une stratégie qu'ils appellent top-down, c'est-à-dire ça part du haut et ça va vers le bas. Je vous donne un exemple. Si pendant 40 ans, vous vous plaignez que la France est soumise aux énarques, aux magistrats, aux commissaires qui font la loi, et cetera, bah, en fait, la première question, c'est pourquoi est-ce que pendant 40 ans, personne n'a tout simplement pensé à passer les concours de l'ENA, du magistrat, et cetera? Bah, parce qu'en fait, il faut dire la vérité. Faut avoir les capacités cognitives et il faut s'asseoir sur un bureau 10 heures par jour, week-end compris, jours fériés compris, pendant 1, 2 ans pour passer, voilà, pour passer le concours, l'avoir. Donc en fait, c'est pas ouvert à tout le monde. Et c'est pour ça que les néo-réactionnaires, bah, se tournent en fait vers des gamins de l'élite. Heu, mais en même temps, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'eux mettent les moyens pour gagner. C'est-à-dire qu'ils ont les capacités de le faire. Des capacités financières énormes. Je vous l'ai dit, c'est des milliardaires de la Silicon Valley. Ils payent des bourses à des gamins une fois que ces gamins sont pris dans les plus grandes universités du monde. Ils payent des campagnes politiques à une sélection très précise de politiciens qui sont alignés sur leur stratégie. Hem Ils ont des entreprises qui sont impliquées dans le renseignement, dans l'armement, donc en fait, ils se sont rendus indispensables à l'État pour essayer de gratter du pouvoir de façon différée. Et en fait, ce que vous remarquez dans toutes ces techniques, c'est qu'il n'y a jamais un seul vote. Quand vous fabriquez votre propre boîte de renseignement et de l'armement dont après l'État est absolument, hem, dépendant pour Dépendant, lutter oui. contre la Russie, la Chine, et cetera, bah, en fait, vous avez demandé l'avis à personne. Il n'y a pas eu de vote démocratique pour que vous preniez du pouvoir à l'État et que vous soyez maintenant nécessaire et absolument irremplaçable. Et en fait, c'est tous ces moyens différés, autres que par le vote, pour arracher du pouvoir qu'utilisent les néo-réactionnaires. Mais oui, c'est du boulot. Mais du coup, bah, je vais donner la parole à Alphonse, hein, qui voudra sans doute réagir, mais comment dire, est-ce que ce mécanisme-là permet de dire que le mouvement NRX est inarrêtable d'une certaine façon? Est-ce que, au moins dans les milieux NRX, est-ce qu'on l'envisage comme un mouvement inarrêtable? Quelque chose que la démocratie ne pourra pas endiguer par un moyen ou par un autre, du fait, par exemple, bah, qu'elle ne le verra pas venir, puisque c'est quelque chose qui se fait sans signal, finalement. Il y a quelque chose d'imperceptible. Est-ce que, Anthony, Ah pardon, tu je m'en- pensais que tu posais la question à Alphonse. Non, 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 je vais redonner la parole suite après à Alphonse, mais c'était juste pour te faire réagir, toi, sur cette question, parce que ça donne effectivement l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché et que les milliardaires de la tech veulent en quelque sorte que ça soit l'horizon, enfin, l'horizon nécessaire, quoi. Non seulement ils veulent que les probabilités de gagner soient de 100%. Donc, effectivement, ça peut être long en fait, c'est pas le grand soir, hein, ça peut prendre 10, 20, 50 ans. Mais la deuxième chose dont ils veulent s'assurer, c'est que les changements soient définitifs et permanents. C'est-à-dire, l'objectif, il est extrêmement clair, c'est plus jamais d'alternance. Et en fait, ils financent un think tank qui s'appelle le Heritage Foundation, qui est un vieux think tank qui travaillait déjà pour, Ronald Reagan. Et en fait, ils ont rédigé un plan, je pense que c'était, sous Biden vers 2022, quelque chose comme ça, qui s'appelle, le Project 2025. Donc c'était en vue d'une victoire électorale, bah, qu'ils ont eue, hein, conservatrice. C'est un plan d'action, donc c'est un document qui fait 900 pages, hein. Il est stratosphérique et en fait, ils ont payé des juristes pendant X années pour, étudier toutes les fiches de poste, pour étudier la constitution américaine, toutes les réglementations en vigueur et vraiment comprendre toutes les règles du jeu pour, manipuler l'État une fois qu'ils auront gagné les élections et en fait, fournir à l'administration Trump des réformes clés en main. Donc ils ont juste à les passer, ils ont rien à faire, tout est déjà écrit pour, en fait, verrouiller le pouvoir et licencier des gauchistes, en fait. Donc tout ce mouvement, en fait, brille par son efficacité, ses moyens financiers, humains, qui est extrêmement qualitatif, élitiste et qui évidemment, bah, au contraire de la gauche, n'est pas inclusive, mais exclusive. Non, mais là, Anthony, juste avant de donner la parole à Alphonse, j'ai une scène en tête qui va sans doute te parler. Tu sais, c'est dans Seigneur des Anneaux, quand
les alarmes s'allument. Tu sais, quand les feux s'allument là, de Ouais. montagne en montagne, et que, je sais plus, c'est Gandalf qui dit l'espoir renaît en entendant ça. Bon, je redonne la parole tout de suite à Alphonse. Bah, ce que tu disais que ce serait un effort, surhumain de gagner le pouvoir, mais au final, j'ai l'impression que ça a été assez vite quand même. Si la version, qui paraît, enfin qui apparaît est vraiment, ça. C'est-à-dire que c'est des intellectuels un peu obscurs comme Yarvin et compagnie qui écrivent des billets sur la blogosphère, quoi, entre 2005 et 2015 et aujourd'hui, probablement l'héritier de Trump, ce sera J.D. Vance et il a imbibé, très clairement dans la pensée néo-réactionnaire et son mécène, enfin son patron dans le sens, de la personne qui l'a fait monter, c'est Peter Thiel. Donc ça a été, plutôt assez vite et même, Bukele en Équateur, non pas en Équateur, en Salvador, également, je crois que il a un profil de type qui lisait les billets de la blogosphère, NRX. Il achète du BTC, il cite, Bronze Age Pervert, il fait des trucs comme ça donc apparemment ça a été plutôt vite, ça a monté plutôt vite. Après, est-ce que c'est les gens de la NRX totalement qui ont fait ça? Non, il y a le fait que, l'immigration de masse et cetera a quand même fait très vite pencher l'opinion des gens. Bref. C'est 2 choses, c'est, la nullité de la gauche effectivement qui a fait pencher l'opinion et après, fallait une autre offre. Eux ont incarné cette autre offre, mais effectivement ça a été rapide. Enfin, ça a été rapide, oui et non. Enfin, J.D. Vance, si on prend son parcours, est-ce que lui a trouvé que c'était rapide de, sortir de son Ohio natal, bouffé par la drogue, de faire 4 ans chez les Marines, de travailler 2 ans à l'université pour préparer son dossier, pour, tenter de candidater à Yale, qui est la plus grande université, de droit, du monde, finir ses études à Yale, rejoindre un fonds d'investissement, qui s'appelle, Mithril Capital, toujours imbibé dans de ce nom du Seigneur des Anneaux, mais qui est Oui, qui est en c'est fait de la Peter Thiel de toute manière ouais, c'est de ce fonds Peter Thiel. C'est d'investissement. là qu'ils se rencontrent, que Peter Thiel dise: «Bah, écoute, tu as un cerveau, tu as des bonnes idées, faut que tu te lances, je paye ta campagne». Il fait sa campagne, il devient sénateur. Enfin, tout ça, en fait, ça prend enfin, Mmh. c'est une carrière entière, si tu veux et peut-être que c'est ça qui est nécessaire pour, gagner. Ça peut pas se faire sur le grand soir, c'est des carrières entières. Ouais, ouais, non, mais c'est clair que Peter Thiel a placé ses pions il y a longtemps. Je crois qu'il a rencontré, Vance, à Yale, je sais plus. Mais puis même après, Vance était never Trumper, mais grâce à Thiel, ils ont réussi à se réconcilier avec Trump, qui l'a désigné vice-président et bientôt on imagine héritier. C'est ouais, ouais, c'est bien fait. Bon, il y a eu un peu y a-t-il eu un peu un coup d'État NRX, aux dernières élections? Pas vraiment un coup d'État, mais ils ont repéré que Trump était dans la mouise et ils se sont, enfin les tech bros et la Silicon Valley en général, sont venus un peu à sa rescousse et depuis ils ont pu, avancer leurs pions peut-être? On n'est pas dans les secrets, les secrets des petits papiers, mais c'est clair que la Silicon Valley a clairement, changé de camp pour une grosse partie en tout cas. Et même ceux qui s'en foutaient en fait, suivent le vent, tout simplement Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, bon, ont changé de vêtements comme enfin ont changé de chemise, en une seconde en fait, ça les dérangeait pas du tout. Donc effectivement, il y a eu forcément, un changement de camp au niveau de la Silicon Valley et ça pèse énormément parce que, c'est un gros, 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 gros morceau de l'économie américaine et surtout que là, on était dans un moment extrêmement fort où les réseaux sociaux avaient un impact considérable sur les élections et que là, il y a la montée en puissance de l'intelligence artificielle et de qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la régule et cetera? Donc c'était des grosses problématiques, qui venaient aussi impacter la vie, en fait, des ingénieurs de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas juste s'en foutre. Quand on leur dit: «Oui, en fait, l'État va décider qui a le droit de développer de l'IA». Tu bien que quand tu es un entrepreneur de la Silicon Valley, tu te dis: «Bon, en fait, cette élection, je vais peut-être m'y intéresser». Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Quand on voit et qu'on comprend avec une vue d'ensemble le projet des tenants de la NRX, est-ce qu'au fond, ça va pas s'incarner concrètement sous la forme d'une politique de la cité? Parce que parmi le lexique de la pensée NRX, il y a un terme qui revient souvent, c'est no voice,
exit only ou only exit, je sais plus si je formule correctement. D'ailleurs, tu pourras revenir sur cette définition, mais en gros, on propose pas de vote, simplement, vous votez avec vos pieds, en fait, si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs, quoi. Mais est-ce que ça, c'est pas typiquement un truc qui peut, se proposer, quand on a, je sais pas, une ville avec son règlement intérieur, ses règles architecturales, voilà, enfin tout un ensemble, tout un package de règles qui forment des manières de vivre, des manières d'être. Et est-ce que ça correspond pas plus à ce modèle-là de ville franche, pour ainsi dire, que le modèle national classique? Parce que pour un Européen, c'est pas vraiment, enfin c'est pas facilement concevable de changer de pays, alors que pour un Américain, changer d'État, c'est beaucoup plus simple. Chez nous, en Europe, ce qui pourrait à la rigueur se comprendre, ce serait changer de ville. Et là, je crois que tu avais pris l'exemple de Celebration, je crois, la ville imaginée par Disney. Et c'est vrai que ça exemplifie assez bien le projet politique concret de la NRX, où on fournirait une cité sous la forme d'un produit, quoi. Et puis, bah, si vous allez y habiter, puis qu'au bout d'un moment, vous voyez que vous n'êtes pas fait pour ça, bah, vous pouvez changer de ville, quoi. Moi, c'est comme ça que je me le représente, en fait. J'ai l'impression que c'est une politique, la NRX, qui s'appliquerait très bien dans ce cadre-là, celui d'une ville franche, quoi, une ville avec ses propres règles. Plus facilement, en tout cas, que à l'échelle d'une nation. Je ne sais pas si je me suis exprimé clairement. Bah, c'est exactement leur projet. En fait, l'idée, c'est qu'en démocratie, être un bon citoyen, c'est hyper difficile. Faudrait s'intéresser à tous les sujets. Là, par exemple, en ce moment en France, on a, le la dermatose, je sais plus quoi, avec, les bovins. Bon, c'est un sujet hyper complexe, de spécialistes et en fait, faudrait que nous, citoyens lambda qui avons une vie, une famille et cetera, on s'y intéresse et que derrière, en fonction de ce qu'ont dit les candidats, on choisisse le candidat qui semble le plus intelligent. Bah, en fait, c'est beaucoup trop compliqué. Par contre, là où on est très bon, c'est qu'on est de très bons consommateurs. C'est-à-dire que s'occuper de notre propre vie, consommer des produits, choisir ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut, bah, ça, c'est beaucoup plus simple et les gens sont très bons à ça et donc l'idée, c'est, à ce moment-là, faut que la vie en société soit un produit de consommation et que du coup, leur projet de société, c'est des villes privées, une multitude de villes privées qui sont en concurrence les unes contre les autres pour fournir aux individus, la vie en société la plus efficace possible et donc en fait, ces villes privées appartiendraient à des actionnaires, donc qui voudraient que leurs actions prennent de la valeur et pour prendre de la valeur, il faut que la ville prenne de la valeur et donc ils vont choisir un patron et un conseil d'administration qui sera le plus efficace possible pour fournir à des clients et non pas des citoyens, mais des clients. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la ville ne votent pas, mais ils payent un abonnement pour y vivre. Et donc derrière, c'est comme s'il y avait Netflix City et que vous payez votre abonnement Netflix pour vivre dans cette ville. Et si la ville est pourrie parce que, le patron a des, valeurs de, je sais pas quoi, LGBT et que ça n'a aucun sens, sa gestion de la ville, vous avez tout simplement la possibilité, non pas de voter, mais d'aller dans la ville concurrente qui va, essayer de lui accaparer, des parts du butin. Et donc, l'idée des néo-actionnaires, c'est de dire: «Nous, on ne dit pas qu'on sait c'est quoi le meilleur modèle de société. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que tous ces modèles de société puissent, émerger, être en concurrence les unes contre les autres, que les plus faibles et les plus délétères et les plus folles soient, éliminés et que les meilleurs soient sélectionnés. Et donc, on vous donne l'opportunité de faire des villes. Si vous pensez que l'homogénéité ethnique est un avantage ou au moins une condition sine qua non pour avoir une société efficace et cetera. On vous donne la possibilité de faire une ville avec une homogénéité ethnique. Si vous pensez le contraire, vous pouvez aussi le faire. Si vous pensez que le communisme est le meilleur des systèmes, vous pouvez faire votre ville communiste et toutes ces villes et tous ces territoires seront en concurrence et on verra bien qui gagne. Ouais, c'est intéressant parce que Alphonse me faisait remarquer tout à l'heure que chez certains de ses auteurs, en tout cas, il y avait quand même un fond, chez Spandrel, je crois, il y avait quand même un fond assez hardcore. Les gars sont un peu, comment, un peu ethno-différentialistes, j'ai l'impression, non? Attends, il y a plusieurs trucs différents, je pense qu'il y a une genèse, où à la base, ils étaient un peu dans les écrits, libertariens parce qu'on sent le côté
Ah, ça a coupé. Est-ce que, Alphonse, tu as un problème de connexion éventuellement? Alors, Après, je peux rebondir si tu veux, parce qu'effectivement, c'est des anciens libertariens, hein. ouais, bah, je t'en prie, vas-y, en attendant que Alphonse règle son problème de micro, peut-être. Bah, il allait dire de façon très juste que c'est très inspiré des travaux libertariens, et il a complètement raison. Mais en fait, je dirais que ce sont des post-libertariens, parce qu'en fait, la vraie limite du libertarianisme, c'est que ces gens-là conceptualisent jamais la force ou le pouvoir, c'est toujours le droit. On va dire: «J'ai ma propriété privée, j'ai mon droit individuel, vous devez le respecter». Oui, mais quelqu'un qui a plus de force que toi, un État qui est élu par tout un ensemble d'électeurs, beh, en fait, ils vont juste voter pour outrepasser tes droits et prendre le fruit de ton travail. Et donc toi, avec tes petits bras, comment tu vas faire? En fait, tu peux pas. Et donc tous ces gens-là, tous ces néo-réactionnaires étaient des anciens libertariens qui, bah, évidemment, le problème quand tu es libertarien, c'est qu'en fait, tu ne fais que éternellement perdre face à l'État et tu as juste le plaisir narcissique de tenir sur tes principes. Et en fait, tu as un film qui est trop marrant, enfin trop marrant non, mais il y a un passage qui est très drôle qui s'appelle dans No Country for All Men, tu as un passage où en fait, il y a Anton, qui est l'un des personnages qui tient avec son fusil, en joue, un autre personnage qui s'appelle Carson, qui est sur le point de mourir en fait. Et il lui dit: «Si les règles que tu as suivies t'ont mené jusqu'ici, à quoi servent ces règles?» En fait, bah, c'est vrai pour les libertariens, à un moment, si vos principes vous mènent qu'à une succession de défaites, bah, en fait, il est peut-être temps de changer de principe. Et les néo-réactionnaires, bah, ont tout simplement décidé, bah, de changer parce qu'en fait, ils veulent gagner. Et donc, bah, tu es obligé de produire une stratégie pour arracher sauvagement le pouvoir des mains de la démocratie et d'utiliser, en fait, le pouvoir de l'État. Oui, oui, je comprends. Effectivement, ouais, c'est, je crois, quelque chose dont tu parles dans une de tes vidéos. Alors, juste pour information, Alphonse est en train Oui, de je suis se là. re- Je suis là. Tim, je sais pas où s'est arrêtée ma question. Euh, je sais plus exactement où tu en Tu étais. disais que c'était enfin, qu'il y avait une grosse base libertarienne, en fait, dans l'idéologie. Ouais, clairement, on le voit dans un peu dans le délire, libre concurrence entre les villes franches. C'est peut-être, la version la plus réaliste, de l'idéal, enfin de l'utopie un peu peut-être, libertarienne. Mais aussi comme disait Tim, ouais, Spandrell, j'ai lu son blog et il y a quand même une grosse partie, identitaire, quoi. Même assez je pensais pas que c'était aussi radical. Oui, mais effectivement, enfin, je veux dire, moi, une question qui me semblait sous-jacente, c'est que ces gens semblent avoir effectivement une inquiétude identitaire, enfin une préoccupation identitaire, et bah, je sais pas, en filigrane, ça pose un peu la question de est-ce que le modèle NRX repose sur un certain type humain, d'après les auteurs, hein, les tenants de cette pensée. Est-ce que ce modèle NRX peut exister en dehors des populations qui le conceptualisent et qui travaillent à son émergence? Est-ce qu'il en dépend structurellement ou pas? Et puis, après, entre nous, on pourrait aussi dire quel serait l'intérêt d'un système NRX qui aurait finalement pris le pouvoir, enfin, oui, voilà, une société qui serait gouvernée par ses idées, mais sans le type d'humain qui en a voulu l'émergence, quoi. Je sais pas si c'est pas, c'est compliqué comme question. Est-ce que les autres peuvent l'adopter? Je sais pas. Est-ce que, en tout cas, ça émerge clairement de l'esprit occidental, ça c'est clair. Heu, c'est une question, je n'ai pas de réponse. Je suis désolé, mais je n'ai pas de réponse. Je ne saurais pas dire. Parce que, en fait, moi, je me pose la question aussi en ces termes, parce que j'écoutais Alexandre Delval, il y a pas longtemps, donner deux définitions de l'Occident. On lui demandait si l'Occident était arrivé à c'était la queue de comète de l'Occident. Et lui, il dit, bah, en fait, il y a deux Occidents. Il y a l'Occident un peu identitaire, enfin, même complètement identitaire, c'est-à-dire civilisationnel, historique, voilà, les peuples historiques constitutifs de ce qu'on appelle l'Occident. Et puis, il y a aussi l'Occident de convention, quoi, de proposition. Comme une charte morale en quelque sorte, et tout pays qui adhère à cette charte morale devient de facto occidental, un peu comme le Japon aujourd'hui qui est comptabilisé comme représentant de l'Occident, quoi. Il dit donc, en gros, alors je sais plus s'il parle de l'OIL, mais, mais en gros, voilà, la pensée NRX donne un peu l'impression, dans sa formulation en tout cas,
d'avoir ce côté-là un petit peu pensé par des Occidentaux, enfin, pour des Occidentaux, mais sans le préciser. Alors, je sais pas, est-ce que ça fait aussi partie de la nécessaire discrétion de cette pensée, peut-être? En fait, bah, il y a plusieurs auteurs et j'ai l'impression qu'il y a pas forcément un consensus. Mandrell, bah, vous l'avez dit, c'est vrai que c'est beaucoup plus, identitaire pour le coup, mais Curtis Yarvin a un chapitre entier qui dit, «Je ne suis pas nationaliste blanc» et en fait, il y a toujours un paradoxe, dans la mentalité des occidentaux, là, de proposer un système qui est basé sur la prise d'initiative, l'individualité et cetera, des traits de caractère et des psychologiques qu'on retrouve de façon la plus forte en Occident et pas ailleurs, en fait, pour le dire clairement chez les Européens ethniques et heu et en même temps, c'est un système qui permet, de séparer les groupes, quoi. Donc je sais pas quoi te dire. Est-ce que est-ce que c'est adapté uniquement à une seule population? Peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est vrai, c'est une question un peu difficile. Bah, on est obligé d'y penser parce qu'on se dit, voilà, ce, ce modèle offre des solutions. Je veux dire, moi j'entends parler de Celebration, bah, tout de suite j'accours. Ouais. Je me dis, si j'en ai les moyens, je vais même à la rigueur proposer mon village idéal. Euh, je vais voir si je peux NRXer la légitime préférence et puis proposer ça sous la forme d'un produit, puisque ce qui nous vient inconsciemment à l'esprit, bah, c'est que ce droit de préférer que je prône pour ma part, mais qui, à mon avis, est dans le cœur de pas mal de gens, n'est possible. Je crois que c'était Nîmes de Rage qui me faisait remarquer. Il m'a fait le plaisir de lire Légitime Préférence, puis il me dit mais oui, mais en fait, ce que tu proposes, c'est bien, mais c'est possible que dans le cadre d'une société où comment dire, bah, une société qui rendrait possible ça de façon très simple, en fait, par la privatisation de certains lieux où on aurait tout à fait le droit de le proposer sous la forme d'un produit, finalement. Et voilà, enfin, les choses s'emboîtent assez mécaniquement. On se dit, ben oui, c'est vrai que cette, euh, cette proposition a quelque chose d'inévitable, parce que entre le mode de vie démocratique qui nous est proposé et ce que tu as présenté à travers la pensée NRX, effectivement, on se dit, il n'y a pas tellement d'alternatives. Soit on sort de ce système démocratique qui ne peut produire que du dysfonctionnel, soit on accède enfin à quelque chose d'efficace dans lequel il sera possible de retrouver bah, le droit de l'entre-soi, quoi, qui aujourd'hui n'est accessible d'ailleurs que aux gens de gauche, quoi, qui sont les seuls à pouvoir vivre l'entre-soi blanc que certains théorisent, appellent de leur vœu. Voilà, donc effectivement, on se dit, est-ce qu'en filigrane, il y a cette possibilité? Bien que je comprenne que tu puisses pas y répondre directement, ne serait-ce que parce que, enfin, moi j'ai l'impression qu'il faut que ça reste discret dans la pensée NRX. Toutefois, c'est surprenant quand même que Yarvin dise je ne suis pas un nationaliste blanc. Déjà, ça suppose qu'il devait être suspecté de l'être. Peut-être a-t-il voulu enfin, voilà, pas se déculpabiliser, mais en tout cas enlever cette suspicion qui pesait sur lui. Je ne sais pas, c'est assez intriguant d'ailleurs qu'il ait précisé ça. Alphonse, quel est ton sentiment là-dessus? Tu penses qu'il y a comment dire, que cette pensée, elle va en direction d'une société où on aurait le droit on aurait de nouveau accès à l'entre-soi blanc? Bah, forcément, parce que il y a des communautés volontaires, donc il y a un libre marché dans les communautés, donc il y aura forcément une ville, entièrement, mono-ethnique et des villes, diverses, et les gens auraient le libre choix, donc oui, Mais c'est basé on sur la aurait vaincu, volonté, donc donc forcément. ça veut vraiment dire qu'on aurait vaincu toute instance euh, nationale susceptible de faire infléchir ce droit, enfin de s'attaquer à cette liberté-là, quoi. C'est ça qui me paraît un peu Ça serait nébuleux, un encore peu utopique, flou. oui. Je ne sais pas en fait comment vaincre vraiment cette sorte de super pouvoir prescriptif
qu'a l'État pour l'instant de nous dire non, Bah, ce mode de vie-là, tu n'as pas le droit d'y accéder. Est-ce que, Anthony, tu parlais pas de ça quand tu parlais de l'Heritage Foundation et du document qu'ils auraient fait, et en gros de comment on peut appeler ça, du blueprint pour instaurer ou pour nous rapprocher de ce genre de société? Ou alors est-ce Alors, que les NRX ont prévu vraiment ça pour le gouvernement? alors, comment ils comptent mettre en place? En fait, faut préciser une chose, c'est que l'idée donc, de ce maillage de villes privées, c'est ce qu'ils appellent le patchwork et le patchwork, il faut quand même être honnête, ça fait un petit moment que Curtis Yarvin n'en parle plus. Donc je ne sais pas si, c'est encore une proposition qui est vraiment, qui est encore, vraiment, programmée en fait, pour des gens qui adhèrent à cette idéologie. Parce que le Heritage Foundation, sont payés pour fabriquer des documents pour réformer, de façon très efficace et rapide, les États-Unis. Maintenant, la vision du monde, elle est pas forcément, néo-réactionnaire du Heritage Foundation, juste ils prennent de l'argent. Le président, par exemple, du Heritage Foundation qui s'appelle Kevin Roberts et d'ailleurs qui est d'ancestralité française, cocorico. Lui, en fait, j'ai fini son livre et sa vision du monde, bah, elle est très, comment dire? Américaine conservatrice, la propriété privée, les valeurs chrétiennes, toutes les conneries woke, poubelles, il faut, régénérer nos institutions, l'école doit redevenir quelque chose de traditionnel, conservatrice et cetera. Donc c'est bon, c'est du classique en fait, il y a pas d'idées néo-réactionnaires dans son livre. Par contre, l'idée néo-réaction enfin, c'est plutôt l'efficacité qui est sous-jacente en fait, qui en est imprégnée. C'est-à-dire, faut utiliser vraiment des méthodes qu'on apprend dans les plus grandes universités, dans les plus grandes entreprises pour, gouverner l'État et licencier, massivement des gauchistes. Mais le projet, en tout cas, de faire un patchwork, n'y est pas, si tu veux. Il y a quand même... L'exemple, Pardon, vas-y, continue, excuse-moi. bah, j'allais dire, l'exemple qui fait la synthèse entre, la thèse néo-réactionnaire et ce que tu appelles la légitime préférence, c'est Orania qui est en Afrique du Sud, où les gens, pour le coup, les individus, le rejoignent. Leur population a une croissance de 12 par an, ce qui est absolument énorme et c'est des gens qui les rejoignent de façon volontaire et pour habiter à Orania, j'y arriverai jamais à le dire, mais dans cette ville, faut acheter en fait des parts de la ville. C'est-à-dire que la ville est construite sur un terrain qui appartient à une entreprise et pour y vivre, il faut acheter des parts du terrain et donc en fait, tu deviens actionnaire de la ville. Donc c'est pareil, en fait, c'est Orania est déjà une ville néo-réactionnaire, si tu veux. Ça, c'est intéressant parce que, typiquement, Bernard Lugan dit que le destin d'Orania est forcément funeste parce qu'il est suspendu au bon vouloir des hommes politiques d'Afrique du Sud et que tôt ou tard, lorsqu'ils signaleront, enfin, lorsqu'ils siffleront la fin de la récré, eh bien, Orania, voilà, disparaîtra d'un claquement de doigts. Alors, du coup, c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, l'idée de voir émerger des villes franches, si c'est pour rester sur un territoire géré par un pouvoir étatique classique, qui édicte les règles et qui conserve le pouvoir d'interdire, bon, bah, du coup, ça tombe à l'eau. Après, encore faut-il que la prédiction de Lugan se réalise, mais c'est vrai que on a l'impression que c'est un bel exemple. Hein. Orania, on le connaît tous, on en parle parfois. Mais je pense que ce serait un drame et une déchirure de voir cette cité franche, pour ainsi dire, se casser la gueule face au mur de la réalité étatique. Mais il y a un autre truc, moi, qui me taraude un petit peu, c'est est-ce que, au fond, le ver dans le fruit de la pensée NRX, c'est pas la méritocratie? Parce que, je veux dire, face à une ville qui propose, bon, bah, les gars, euh, vous pratiquez le white flight, on va dire, donc vous souhaitez apparemment avoir une sorte d'entre-soi relatif, même si c'est pas du 100%, vous souhaitez en tout cas que ça ne dépasse pas un certain seuil. Ce qui est en gros ce qui pourrait s'appeler souhaiter vivre entre soi. Les Blancs veulent globalement être entourés de gens qui leur ressemblent. Humainement, ça se comprend. Bon, bah, un des gros virus
un agrovirus intellectuel, quoi, qui attaque et qui corrode cette proposition, c'est la méritocratie, quoi. Et moi, j'ai l'impression que la pensée NRX, quand même vulnérable à l'idée de la méritocratie, elle fonctionne forcément avec une grande part de méritocratie, et c'est ce qui me fait dire qu'elle n'est pas totalement dévolue à la vision un peu de Spandrel, je pense. En tout cas, elle ne semble pas servir d'abord et avant tout la vision ethno-différentialiste, je pense. Mais bon, je pense pas que ce soit un scoop de le dire. Il me semble qu'elle n'est pas seulement C'est discrète à ce d'abord et sujet. avant tout élitiste, Ouais, c'est avant dans tout ce élitiste. sens. Ouais. Bah, en fait, je vais, je vais vous poser une question. En gros, c'est s'il n'y avait, ok, d'un coup de baguette magique, il n'y a plus sur la planète que des Français de souche ethnique. Est-ce que d'un coup, vous seriez de gauche ou de droite? C'est-à-dire, est-ce que vous continuez à hiérarchiser les individus au sein de ce groupe ou vous dites: «Ah bah, c'est bon, il n'y a plus besoin de hiérarchiser»? Alors pour ma part, je pense que le principe hiérarchique se maintient, il est nécessaire, sinon tout s'effondre dans l'égalité. Donc je le maintiendrai, ouais. Bien sûr, on le on le maintient, mais avec la distinction que ce qui est au nord de la Loire est au-dessus de ce qui est au sud. Non, je déconne. Mais en fait, si tu veux, le bio quelqu'un comme, Spandrel partirait du principe qu'en fait tous les groupes, c'est-à-dire que il hiérarchise, mais en fait pourquoi il est identitaire? Parce qu'il considère que son groupe ethnique est au-dessus de celui des autres. Et donc en fait, effectivement, il serait comme vous, c'est-à-dire que s'il y avait plus que son groupe ethnique, ça changerait pas enfin, ça change énormément de choses, mais je veux dire, il continuerait à hiérarchiser. Et donc, il est identitaire parce qu'il hiérarchise en réalité. Je sais pas si c'est clair? Si, je vois l'idée, ouais. Oui, bah, il y a les 2, hein, je pense, Anthony. On est tous comme ça. Il y a, on hiérarchise aussi, c'est pour ça qu'on est identitaire, mais après il y a quand même le côté clanique où on a une préférence par défaut, tu le sais bien, je pense, qu'on a, on a un favoritisme, disons. Ben en fait, les 2 sont entremêlés. C'est est-ce que tu as un favoritisme parce que tu hiérarchises et enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr qu'on puisse détricoter, les 2 éléments en réalité. Oui, c'est Non, mais vrai. Mais Ouais, il y a c'est vrai que forcément les 2. Parce qu'on on préfère quand même un hobbit, comme on dit, comme ah Hobbes OK. plutôt. Mmh. On le préfère forcément à un indien, d'élite, je pense. Ouais, OK. mais c'est vrai que si on introduit le virus de la méritocratie pure, euh, oui, de facto, enfin, moi je le ressens un peu comme une sorte d'acide dissolvant, quoi. Parce que bien sûr, la méritocratie, intellectuellement, elle se comprend, mais se comprendrait si nous étions de purs esprits, ce qui n'est pas le cas, et donc dans l'idée de préférence pour son propre endogroupe, il y a aussi l'idée d'un investissement, je veux dire génétique, oui, d'une certaine façon. On investit dans sa propre communauté ou dans son propre endogroupe biologique, et la méritocratie vient briser tout ça. Elle vient rompre cette membrane naturelle et nous dire, bah, en gros, c'est un petit peu, moi j'ai l'impression, c'est un petit peu comme si on me présentait une cellule hépatique qui vient d'une girafe, puis qu'on me dit, mais attends, elle est super fonctionnelle, elle bosse très très bien cette cellule, franchement, tu devrais l'intégrer dans ton corps, quoi, parce que elle est bien, elle est loyale, voilà, elle fabrique je sais plus ce que fabrique le foie, mais bref, elle travaille très très bien. Bah oui, mais enfin, ça vient du corps d'une girafe, quoi, donc ça peut pas intégrer mon corps. C'est peut-être un peu bête de le ramener à cette comparaison, mais il y a un peu de ça quand même, quoi. Bah, il y a un peu de ça, mais surtout, enfin, je pense qu'encore une fois, la pure méritocratie, enfin, color blind comme on dit, ça reste un peu aussi une utopie, de d'occidental, en fait. Est-ce que quand tu mets un mec à la RH qui est indien, il fait pas venir, tous ses potes, mais sans lui-même ne respecter la méritocratie? Donc il y a le côté un peu idéaliste et naïf, de l'occidental. Mais bon, c'est pas si important que ça.
Très bien, très bien. Bah, ouais, voilà. Bon, pour revenir donc sur la pensée Énérique, bon, là, globalement, là, la question c'était est-ce que cette pensée en fait est finalement typiquement l'expression d'une pensée occidentale? Bah, moi, je prends le risque de répondre que c'est quand même un peu oui, que bien que l'occidental ait ses démons, cette tentation méritocratique permanente, un peu universaliste, bah, en fait, j'ai l'impression qu'au cours du XXIe siècle, il s'est quand même pris le mur de la réalité, qui a quand même tendance à dire non, quoi, et à lui montrer les limites assez brutales de ce pari sur l'effacement des identités. En tout cas, je pense qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que, Anthony, toi, tu vois d'autres notions importantes pour parachever cette présentation? Hem, je peux en dire une très rapide de qu'est-ce qui m'a plu dans la pensée néo-réactionnaire, c'est, le fait que c'est une notion dont tu voulais qu'on parle aussi, c'est, tu sais, la dichotomie entre l'extrémisme et la radicalité, en fait. Ah oui, 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 ça, j'ai trouvé ça vraiment subtil et profond, et c'est vraiment un truc, je pense qu'il faut garder à l'esprit. C'est vraiment utile pour penser, ça. Surtout pour démêler beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui. J'avais adoré cette distinction que je vais te laisser présenter. En fait, on confond souvent les 2 entre l'extrémisme et la radicalité, ce qui fait que quelqu'un qui a des paroles très fortes, très violentes, où ça semble, en tout cas, teinté de flamme, on se dit: «Waouh, c'est radical», mais pas forcément. La radicalité, c'est ce qui touche à la racine. Est-ce que quand Éric Zemmour, je prends souvent cet exemple, il veut imposer un nombre de prénoms, pour le coup, c'est extrême parce que, bah, vous imposez des prénoms à la population qui, normalement, ils choisissent quand même, les prénoms de leur enfant, mais là, vous imposez. Donc on peut dire que c'est extrême, mais est-ce que c'est vraiment radical vis-à-vis de la problématique, avec l'immigration qu'il y a en France? Je crois pas. Est-ce que vraiment vous attaquez à la racine? Pas vraiment. Et donc en fait, ce qui est ce que j'ai beaucoup aimé moi dans la pensée néo-réactionnaire, c'est que c'est hyper radical et pas du tout extrême. Il y a pas de mots super violents où on se dit: «Waouh, mais putain la vache, il va se prendre un procès ce type». Alors que, pour autant, c'est hyper radical, ça va vraiment à la racine du problème. Ils vont trifouiller vraiment les problématiques profondes de la démocratie sans que, sans que les paroles soient, comment dire? Provocantes. Et en fait, bah, enfin, à 20 ans, on préfère la provocation à la logique en réalité. Et bon, bah, une fois que vous avez passé la trentaine, vous commencez à vous dire: «OK, si les paroles, en fait, elles sont sobres, mais que ça va à la racine du problème, je préfère autant». Oui, c'est vrai, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça d'une grande pertinence. Ça permet de gagner du temps, de clarifier des choses, et je pense que beaucoup d'hommes politiques gagneraient à s'emparer de cette distinction. Ça leur permettrait d'être beaucoup plus efficaces sur les plateaux télé. Je lis quelques commentaires. Donc Rage Culture, le mag, qui nous écoute, nous dit la NRX est constituée de 3 branches identifiées par Spandrel sous le nom de trichotomie. Bon, c'est des choses que tu connais bien sûr, Anthony, les ethno-nationalistes, les techno-commercialistes et les théonomistes. Bah, peut-être en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire, euh, on connaît les ethno-nationalistes, les techno-commercialistes et les théonomistes un petit peu moins. Si tu veux nous en dire 2 mots rapidement, puis je lirai un autre commentaire après. Eh ben, j'aimerais beaucoup, mais je ne sais pas. C'est sûrement écrit dans Bloody Shovel et je l'ai pas lu. Ah d'accord. Bah, très bonne Bah, réponse. Quand on ne sait pas dire je ne sais pas, c'est vraiment la meilleure des réponses. je Peut-être peux que... pas forcément expliquer, mais je suis passé dessus vite fait et en gros, tu as les ethno-nationalistes. Attends, je m'entends en écho, désolé. Oh, pardon, attends, j'ai coupé mon Ouais. micro. Tu as les ethno-nationalistes, les techno-accélérationnistes ou techno-commerciaux et en gros, l'aile spirituelle, les traditionalistes, les cathos, en gros. Je sais pas ce qu'on peut en dire vraiment, mais il y a un côté tripartition avec, les spirituels, enfin les traditionnels, qui sont attachés à l'ancienne culture, agraire, qui veulent un peu faire leur cosplay, de hobbit, de catho tradi dans la petite communauté et cetera. Les ethno-nationalistes comment on pourrait dire? Bon bref, qui sont un peu peut-être, l'aspect guerrier plutôt et les tech bros et les techno commerciaux qui sont le tiers état,
Je pense pas du tout que ce soit réduisible à ça, mais il y a un peu cet aspect. D'accord, je te remercie, Alphonse. Il y a Jean également qui nous dit le problème du néo-caméralisme économique, c'est comme le libéralisme économique, c'est le chemin le plus court vers le profit, c'est le slop et les comportements addictifs, mais sans la notion de beau. Alors, je ne sais pas si, le beau, la notion de beauté, d'esthétique est vraiment zappée. Pour moi, elle fait partie intégrante de la proposition, mais c'était son commentaire. Je crois que c'est critiqué, justement, le NRX, parce qu'il y a pas trop d'esthétique, non? Au-delà des métaphores, Seigneur des Anneaux. Bah, a priori, je vais laisser Anthony répondre, mais enfin, il me semble que si on reste sur l'exemple de Celebration, qui est quand même une belle illustration un exemple de produit qui correspondrait à la pensée NRX, je ne crois pas que le beau en soit absent. Les styles architecturaux qui sont présentés sont d'ailleurs tous très européens. Euh, bon, il me semble que ça en fait partie. Anthony peut-être nous en dira plus. Bah, pour le coup, Celebration, c'est un exemple que j'ai trouvé moi, mais c'est pas eux qui le citent. Après, l'esthétique NRX, honnêtement, en gros, bah, je vous l'ai dit, on est dans les années 70. Curtis Yarvin, c'est un ingénieur de la Californie. Il y a ce côté geek, cyberpunk. Donc, certains peuvent critiquer l'esthétique. Bon, honnêtement, je pense que leur logiciel n'est effectivement pas, le plus esthétique possible. Ce qui est intéressant avec leur logiciel, c'est de donner la possibilité à tous les autres de se confronter en réalité. Bah, oui, forcément, vu que c'est concurrentiel, on découle forcément ça donne forcément du beau ou du vrai, en tout cas. Bah oui, il me semble que, enfin, à partir du moment voilà, où il y aura différentes propositions qui vont se battre pour avoir le plus de clients possible, bah, fatalement, si l'esthétique est une demande, bah, elle sera forcément inclue dans le produit. Enfin, je l'imagine, en tout cas. Écoutez, messieurs, j'ai l'impression qu'on a fait un tour d'horizon assez complet de cette pensée, que moi je qualifie de stimulant, parce que chaque fois que je l'entends, elle donne à la fois de l'espoir, et puis oui, elle ressemble quand même à cette... j'emprunte à nouveau une image que tu donnes dans ta vidéo. Elle fait penser un peu à la mise sur orbite d'un satellite, où tout a été pensé à l'avance, de façon parfaite, pour qu'il n'y ait pas de raté, quoi. Donc c'est aussi cette stimulation-là qui fait du bien, c'est qu'on se dit, bon bah, d'après les ingénieurs qui conçoivent cette, euh, cette pensée et son émergence, bah, ça devrait marcher, quoi. Et j'avoue que les solutions démocratiques sont tellement déprimantes. La dépression mentale en politique est devenue le compagnon de la plupart des militants, qu'une pensée qui crée comme ça cette sensation que ça peut pas échouer, alors évidemment, c'est un peu facile de le dire en 2025, alors qu'on ne sait pas exactement quel sera notre destin. Mais en tout cas, ce plan, quoi, cette conspiration NRX, donne l'impression qu'elle ne peut pas échouer, ou en tout cas qu'elle ne va pas échouer. Et je trouve que c'est un des trucs qui, moi, me stimule le plus, en tout cas qui me donne le plus d'espérance, on va dire. Quel serait votre mot de la fin, messieurs? Je commence par Alphonse, afin que Anthony puisse clôturer. Ah non, moi j'allais demander à Anthony, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si le concept de patchwork et cetera, c'est plus forcément dans les plans, NRX, quelle est la directive? Même si en fait, je crois t'avoir entendu dire dans ta vidéo sur les elfes, Anthony, que au final c'est purement élitiste comme philosophie, donc on peut même pas en faire vraiment partie, à moins d'avoir le portefeuille qui va avec. Et je sais plus si toi même toi tu prétendais pas pouvoir en faire partie, je crois? Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est effectivement, tout le monde peut pas en faire partie, mais si tu prends J.D. Vance, par exemple, il vient d'une famille de personnes et donc en fait, rien ne dit que vos enfants ne vont pas y participer en réalité. Ah, ça, c'est encore plus stimulant, je trouve. Est-ce que c'est ton mot de la fin, Anthony? Je trouve ça très beau comme conclusion. C'est mon mot de la fin. J'espère que ça donne de l'espoir, pour tous les jeunes.
Bah oui, oui, déjà en plus, ça donne envie de faire des enfants afin de pouvoir leur dire qu'il y a encore des promesses et des horizons radieux à espérer. Mais oui, oui, c'est vrai que on se prolonge dans ces enfants, donc les cailles qu'on a manquées, on se dit qu'elles vont tomber rôties dans leur panier à eux. Et donc, je trouve que c'est un très beau mot pour terminer cette émission. En tout cas, messieurs, je vous remercie beaucoup. J'ai trouvé ça extrêmement stimulant et intéressant intellectuellement. Donc, merci d'avoir été présent. Je remercie évidemment tous nos auditeurs pour leur présence. Et après le montage, évidemment, vous pourrez retrouver l'émission sur l'espace des abonnés. Je le donnerai évidemment à Anthony afin qu'il le partage avec sa communauté. Merci Alphonse d'avoir été présent. Merci beaucoup Anthony d'avoir été des nôtres. Merci pour l'invitation et l'organisation, c'était super. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau grand regain blanc. Je vous en donnerai le thème très prochainement. J'espère que ça vous a donné de l'énergie pour cette semaine. C'est le but, hein, tous les dimanches, se donner un petit rendez-vous afin de repartir un peu boosté avec du soleil dans la tête. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis une excellente semaine. Messieurs, à vous également une très bonne semaine. Merci à tous. C'était le grand regain blanc. La pensée NRX, comment vaincre le dieu qui a failli. Bonsoir à tous.